конкретно все. Уже им по барабану. Торговля. Et regardez cette carte dont je vous parlais, ces missiles, ces drones, on le voit bien, en direction de l'Ukraine et notamment de la capitale Moscou-dit. On n'a touché aucun civil et on va revoir les images, mais que des sites militaires. Pourquoi Moscou s'entête dans ce narratif? Cette idée de frapper les civils ukrainiens, l'idée c'est quoi? C'est de continuer, de vouloir casser le moral des Ukrainiens, de se dire ça va finir par fonctionner. Oui, tout à fait. Parfois, il y a des cafés qui sont bombardés et la Russie a prétendu, c'est parce qu'il y avait une réunion de militaires, il y a des images, il y avait 0 réunion. Les immeubles... Quelle image? Ils prennent les endroits civils, les transforment en base militaire d'une manière ou d'une autre. Quand je dis base, vous comprenez. Ils transforment cet endroit en hub logistique militaire. Puis quand cet endroit est détruit, ça alimente leur propagande. C'est fait exprès. Ne vous dites pas une seule seconde que non, ils n'y ont pas pensé. C'est fait exprès. Les centrales électriques, la Russie assume qu'elle les bombarde. Il y a des représentants russes, le fameux député de la Douma, par exemple, Piotr Tolstoï, qui disait on va induire l'Ukraine au Moyen-Âge. Vous allez voir. Étant donné que Zelensky est en train de chercher l'argent pour continuer la guerre, au lieu d'arrêter, négocier, comme la Russie demande, la Russie a donc décidé d'enchaîner avec les frappes. Les Russes ne peuvent pas s'arrêter alors qu'ils ont l'avantage sur le terrain. C'est dans cette optique donc qu'il y a eu un nouveau raid massif, c'est titré là, raid russe massif, avec des centaines de drones et de missiles lancés en Ukraine. Écoutons ce qui se passe. Les images, ces frappes cette nuit de la part de la Russie sur plusieurs grandes villes d'Ukraine. Et puis peut-être qu'il y a ces images et on va voir cette autre image fournie par les Ukrainiens. Vous allez voir tous ces drones, tous ces missiles se diriger quasi essentiellement vers la capitale ukrainienne. Mais avant, on va passer quelques secondes avec les habitants de Kiev. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Конкретно все. Уже им по барабану. Торговля. Vous voyez à quel point le son est lent, c'est-à-dire entre le moment où ça a frappé et le moment où le son est parvenu à la personne qui filmait. J'ai même compté 3 secondes. Mince. Avant de poursuivre, laisse-moi te parler d'une nouvelle chaîne qu'on a créée, Excel Enrich. C'est notre espace 100% tech. Les secrets des grandes plateformes, les révolutions plus ou moins silencieuses de la technologie, l'économie numérique et toutes ces innovations qui changent ta vie, voire qui vont changer notre société. Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière l'écran, découvrir des histoires que personne ne raconte et avoir un vrai regard d'avance sur la technologie, donc va, tu t'abonnes et puis tu reviens continuer la vidéo. Là par exemple, on a publié une magnifique vidéo sur une question intéressante. Et si Google disparaissait, tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas un simple outil qu'on utilise pour faire de la recherche. Et regardez cette carte dont je vous parlais, ces missiles, ces drones, on le voit bien, en direction de l'Ukraine et notamment de la capitale Anastasia Kirilenko. Comme à chaque fois, quelques heures après ces frappes, Moscou parle. Moscou dit on n'a touché aucun civil et on va revoir les images, mais que des sites militaires. Pourquoi Moscou s'entête dans ce narratif? Ce narratif est peut-être pour l'usage interne. Il y a des Russes qui sont persuadés que la Russie ne bombarde aucun civil, mais c'est des mensonges flagrants. Il y a même une fille de 12 ans qui est morte. Il y a un institut de cardiologie qui a été touché. Il y avait aussi des frappes à Odessa. Il y avait une cave vinicole qui a été bombardée. Et tout ça, la Russie prétend des objets militaires. Parfois, les narratifs sont un peu plus développés. Genre, dans une école, il y avait quand même des militaires, mais parfois, Moscou ne fait même aucun effort. C'est pour montrer que c'est pas un tigre en papier. Comme l'a dit Donald Trump. C'est pour continuer les négociations de la position de force, comme croit Moscou. Alors, déjà, c'est le bon sens de pouvoir continuer des négociations.
en ayant la position de force. Ensuite, non, ce n'est pas une simple réponse d'ego de la part de la Russie. C'est extrêmement sérieux ce qui se passe. Et maintenant, il y a un truc que vous devez savoir sur les affaires de bombardement de lieux civils là. Et c'est là où vous devez voir à quel point le bloc occidental est mal intentionné en fait. Parce qu'ils savent pertinemment quelle sorte de conseils ils ont donné à l'Ukraine. Quand ils proposaient à l'Ukraine d'avoir des lieux civils, comme des bases militaires, pour que si jamais la Russie frappe ces zones-là, le but n'était pas simplement le camouflage. En mode, ok, la Russie saura qu'on œuvre depuis des bases militaires. Donc, allons ailleurs, simplement pour se camoufler. Non. Parce qu'ils savaient que la Russie allait les trouver. L'objectif derrière, c'était de pouvoir faire ce genre d'émission une fois que la Russie aura trouvé ces zones et aura frappé ces zones. C'est pour pouvoir sortir les gros titres par la suite et expliquer comment est-ce que la Russie frappe des zones civiles. Si la Russie voulait vraiment frapper des zones civiles, ça se saurait. Quand Israël frappe les zones civiles à Gaza, ça se sait. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je sais qu'il y a mes ennemis dans un bâtiment, parce que c'est un bâtiment civil, je ne dois pas détruire le bâtiment. Ça ne marche pas. Mais ils le font quand même, sachant qu'en détruisant le bâtiment, ils auront une justification pour dire, hey, regardez, ce n'était pas un bâtiment militaire, mais ils l'ont détruit. Est-ce que c'est parce que ce n'était pas un bâtiment à la base militaire, que ça ne s'est pas transformé en bâtiment militaire parce qu'il y a eu des militaires qui ont pris le contrôle du bâtiment? Voilà les nuances, en fait, que ces gars ne font pas. Et c'est là où je dis que c'est extrêmement vicieux. Parce qu'ils envoient les gens à la mort pour pouvoir alimenter leur propagande. Des zones entières se font détruire, comme à l'image là, parce qu'ils veulent alimenter leur propagande. Maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils transforment, pourquoi est-ce qu'ils utilisent des zones civiles comme des bases. Dans la logique ukrainienne / occidentale, parce que ce sont les occidentaux qui conseillent l'armée ukrainienne. Déjà, il y a l'effet dissimulation et protection par la population. Quand les militaires se rapprochent des zones habitées, des zones où il y a des civils, ça réduit et ça complique la détection et les frappes de ces zones-là. Pourquoi? Camouflage, réseau électrique civil, bâtiments multidents, etc., etc. En gros, ça réduit tactiquement la vulnérabilité aux frappes directes. Parce qu'il y a des civils à l'intérieur et que dans ce genre de guerre, les civils ne doivent pas être touchés. En principe, pour un pays qui respecte globalement les droits et les conventions comme la Russie. Parce qu'on sait très bien que de l'autre côté, l'Ukraine ne s'encombre pas de tout ça et frappe les civils n'importe comment. Après la dissimulation et la protection, il y a la proximité. Le fait d'être à côté du front et de tout ce qui est logistique. Héberger les postes de commandement, des dépôts de munitions, des systèmes de communication ainsi que des voies de ravitaillement et des points d'appui urbains permet de rapidement faire des rotations et avoir des réponses plus immédiates. Ça permet aussi d'utiliser les infrastructures civiles militairement à des fins militaires, si je peux formuler ça comme ça. On parle de centrales électriques, de ponts, d'entrepôts, de gares. Tous ces trucs-là servent à la fois les civils et aussi l'effort de guerre, rechargement, transport, alimentation et j'en passe. Et comme l'Ukraine n'a pas une forte logistique, c'est comme ça qu'ils se servent en fait tranquille dans les infrastructures civiles au lieu de se contenter des infrastructures militaires. Il y a aussi des calculs politiques qui se font quand l'Ukraine adopte ce genre de tactique. Parce que l'adversaire en face hésite à frapper massivement des cibles civiles. Parce que ça aura un coût politique et ça va alimenter leur propagande. Mais bon, après, je pense pas qu'actuellement la Russie soit encore préoccupée par ce que dit l'Occident. Tellement l'Occident cherche des trucs à dire, à redire, à surdire, qu'à un moment donné que la Russie fasse quelque chose ou rien, ça va toujours se terminer de la même manière. En gros, en blablatage. Mais malgré tout, comprenez qu'en plaçant du matériel militaire près des civils, c'est une tentative de dissuasion de frappe large en réalité. Et vous réalisez à travers ce que je viens de dire que depuis le début, la Russie se retient. La Russie se retient énormément. Mais il y a quand même un rappel essentiel qu'il faut faire. Ce qui permet à la Russie d'agir, c'est le fait que le droit international humanitaire distingue l'objet civil et l'objectif militaire. Donc, transformer volontairement un objet civil en objectif militaire enfreint le principe de précaution et augmente donc le risque pour les civils. Résultat, si un bâtiment devient un objectif militaire légal, parce qu'il y a des militaires à l'intérieur, parce que ça sert à la logistique militaire ou à la logique de guerre globalement, il y a des attaques adverses qui peuvent viser le bâtiment en question. Mais il y a quand même un mais, ça doit suivre une logique de proportion. C'est le bâtiment qui doit être détruit et non pas tout le quartier. Et c'est ce que je dis, parce que quelque part, la Russie est obligée de se retenir pour ne pas raser tout un quartier. Regardez par exemple à l'image là. Vous vous rendez compte que voilà ce qui a été détruit. Le reste du quartier est encore debout. Simplement parce que c'était ça la cible. Ils sont obligés de se contenter de détruire ça parce que l'armée ukrainienne a transformé ceci en base. Or, si c'était des quartiers militaires, ça aurait pu simplement être rasé complètement par l'armée russe. Mais on se rend quand même compte que la frontière est très floue et les responsabilités veulent être partagées alors que de base, ce sont les Ukrainiens qui décident de faire ce désordre. Parce que l'idée, c'est quoi? Qui a mis le matériel là-bas? Quelles précautions ont été prises par l'armée ukrainienne?
Est-ce qu'il n'y avait pas des options moins dangereuses pour les civils? Sauf si, une fois de plus, ils s'en fichent des civils et tout ce qui compte, c'est de pouvoir alimenter leur propagande, faire en sorte que Zelensky ait son argent et puis voilà. Parce qu'ils veulent alimenter leur propagande, ils installent des militaires proches des civils. Résultat, ça devient dangereux pour les civils. Mais à la fin de la journée, qui perd en avantage moral et juridique? Parce que si tu places tes capacités militaires dans des écoles ou alors dans des hôpitaux, tu es en fait en train de donner des arguments légaux et médiatique à l'adversaire. Et c'est comme ça que la Russie, elle, n'attaque pas sans preuve. Je suis sûr qu'ils ne vont pas demander la preuve que c'était des bâtiments militaires. Donc, tactiquement, on comprend pourquoi est-ce qu'on met des capacités militaires près des civils. Parce que camouflage, logistique, pression politique. Sauf que juridiquement et moralement, c'est très dangereux. Vu que ça met la population au premier plan du conflit et donc ça facilite les frappes qui, si elles sont disproportionnées, ou alors si les gens se baladaient tout simplement, leur quartier va être transformé en champ de bataille et ils vont être enterrés sous les décombres d'une guerre qui ne les concerne même pas. Ça concerne l'OTAN. Et le camp qui perd le plus, c'est le camp qui met les civils au devant d'un conflit armé. Il faut qu'on retienne ça. Avant qu'on ne continue, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on partage chaque jour des vidéos variées. Actualité, géopolitique, histoire, interview et analyse. Parfois, on rit, parfois c'est plus sérieux, mais à chaque fois, il y a quelque chose à retenir. Et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les sujets qui t'intéressent et tu rejoins une communauté qui apprend et avance ensemble. Si tu veux aller plus loin, ou alors soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Et si tu es curieux d'autres univers, nous avons d'autres chaînes. Excel Enrich pour l'univers tech, le jeune initié pour la culture et la spiritualité africaine. Je te laisse tous les liens en description. Voilà, c'est dit. On retourne au sujet. On va y revenir, notamment avec Brandon White, c'est-à-dire qu'il y a ce bras de fer avec l'OTAN, avec l'Europe, le survol, les avions, les drones, comme cette nuit encore les sites sensibles militaires au Danemark. Et puis, il y a toujours cette idée de frapper les civils ukrainiens. L'idée, c'est quoi? C'est de continuer, de vouloir casser le moral des Ukrainiens, de se dire ça va finir par fonctionner. Oui, tout à fait. Parfois, il y a des cafés qui sont bombardés et la Russie a prétendu, c'est parce qu'il y avait une réunion de militaires, il y a des images et il y avait zéro réunion. Les immeubles... Quelle image? J'aimerais aussi voir les images là. Juste avant le bombardement, qu'on nous montre l'intérieur du café et on vérifie. Parce qu'une fois de plus, vous vous rendez compte que la Russie a des preuves à présenter. C'est eux qui n'en ont pas. Et ça revient à ce que je disais. Ils prennent les endroits civils, les transforment en base militaire d'une manière ou d'une autre. Quand je dis base, vous comprenez. Ils transforment cet endroit en hub logistique militaire. Puis quand cet endroit est détruit, ça alimente leur propagande. C'est fait exprès. Ne vous dites pas une seule seconde que non, ils n'y ont pas pensé. C'est fait exprès. Les centrales électriques, la Russie assume qu'elle les bombarde. Il y a des représentants russes, le fameux député de la Douma, par exemple, Piotr Tolstoï, qui disait on va induire l'Ukraine au Moyen-Âge. Vous allez voir. Donc ça sert à casser le moral des Ukrainiens, mais on ne montre pas assez les résistances. Donc tout de suite, les bâtiments sont reconstruits, les hôpitaux sont reconstruits, les écoles, il y a de plus d'écoles dans les sous-sols. Et je regardais, par exemple, des images de Kherson. Il y a une vie vraie souterraine maintenant. Cette ville est aussi très souvent bombardée. Cette dame ment, tout simplement. Quand elle parle de résistance, là, qu'on ne parle pas assez de résistance, qu'à chaque fois qu'un bâtiment est détruit, il est immédiatement reconstruit. Une école détruite, immédiatement reconstruite. Un hôpital détruit, immédiatement reconstruit. Mais c'est ça même, bravo. Une frappe peut totalement rendre un bâtiment inutilisable, c'est-à-dire mur effondré, fondation fissurée, réseau électrique, vraiment une catastrophe, plomberie anéantie. Même avec des ressources illimitées, admettons même que l'Ukraine avait les ressources illimitées. Reconstruire un bâtiment pareil là, c'est pas un jour. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas dans le mois, dans la semaine, que sais-je encore. C'est impossible. La reconstruction va prendre des mois. Et si l'infrastructure est complexe, par exemple un hôpital avec des équipements spécialisés, ça va prendre encore plus de temps. Remarquez bien, dans la vie, c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Détruire, ça ne prend que quelques secondes. Construire, c'est un temps de fou. C'est d'ailleurs pour ça que je respecte beaucoup plus ceux qui construisent que ceux qui détruisent.